Alors que frère Packer et moi discutions avant le début de cette session, il a fait la remarque, eh bien, il fait chaud aujourd'hui. J'ai répondu, on dirait que la température a augmenté de 20 degrés quand nous sommes entrés dans le tabernacle. Il a répliqué, elle grimpera encore de 40 quand on t'appellera pour parler. Mais frère Packer, t'as raison. Au moins, je peux compatir avec vous tous qui êtes assis dans le balcon du tabernacle aujourd'hui. Cette semaine, mes frères et sœurs, les bûcherons posent leurs énormes haches et prennent leurs tronçonneuses pour abattre les ormes encore majestueux, mais autrefois puissants, qui entourent l'aéroport d'Heathrow, à Londres, en Angleterre. Certains disent que ces majestueux monarques ont plus de 100 ans. Cela me pousse à me demander combien de personnes ont admiré leur beauté, combien de pique-niques ont eu lieu sous leur ombre accueillante, et combien de générations d'oiseaux chanteurs ont rempli l'air de musique en gabandant parmi les branches luxuriantes. Mais aujourd'hui, les ormes patriarcaux sont morts. Leur disparition n'est pas due à la vieillesse, à une sécheresse récurrente, ni même au vent violent qui frappe parfois la région. Leur destructeur avait une apparence bien plus inoffensive, mais des effets mortels. Le coupable est connu sous le nom de scolite, porteur de la redoutable maladie hollandaise de l'orme. Ce fléau a détruit d'immenses forêts d'ormes à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Sa progression se poursuit sans relâche. Tous les efforts de lutte se sont révélés vains. La maladie hollandaise de l'orme commence généralement par le flétrissement des jeunes feuilles dans la partie supérieure de l'arbre, puis la maladie se propage vers les branches principales et vers la mi-été, toutes les feuilles commencent à jaunir, se faner et tomber. La vie s'étiole, la mort approche et une forêt est dévorée. Le scolite a fait des ravages terribles. Comme les ormes, l'homme lui ressemble tant. À partir d'une minuscule graine, et selon un plan divin, nous grandissons, nous sommes nourris, nous mûrissons. La lumière éclatante du ciel, les riches bénédictions de la terre nous appartiennent. Dans notre forêt intime de famille et d'amis, la vie est profondément gratifiante et intensément satisfaisante. Puis, soudain, sans avertissement, surgit dans notre génération un ennemi rusé et diabolique, la pornographie. La pornographie, tout comme le scolite, même le scolite de l'écorce, est le vecteur d'une maladie redoutable, une maladie fatale. Je l'appellerais la permissivité pernicieuse. Au début, nous ne nous rendons presque pas compte que nous avons été contaminés. Nous rions et faisons des commentaires légers sur l'histoire grivoise ou le dessin humoristique bien trouvé. Avec un zèle évangélique, nous protégeons les soi-disant droits de ceux qui voudraient contaminer par l'obscénité et détruire tout ce que nous considérons comme sacré. Vous voyez, le scolite de la pornographie a déjà commencé son œuvre mortelle, sapant notre volonté, détruisant notre immunité et étouffant l'élan vers le haut en chacun de nous. Vous pourriez bien demander à quel point la permissivité pernicieuse est-elle grave. Examinons les faits. Regardons-les de plus près. Écoutons-les, puis agissons. La pornographie, le vecteur, est un business très lucratif. C'est un rejeton de la mafia. C'est contagieux. C'est addictif. Le FBI a rapporté que rien qu'en Amérique du Nord, l'année dernière, plus de 2,4 milliards de dollars ont été dépensés pour de la pornographie hardcore. Certains estiment le total à près de 4 milliards de dollars. Une véritable fortune détournée de nobles causes et utilisée à des fins diaboliques. L'apathie est généralisée. Malheureusement, nos lois au niveau du comté et de l'État sont faibles, les peines sont légères et les gains importants rendent le risque pour le pornographe dérisoire. En fait, le Bureau fédéral d'enquête américain a également rapporté dans ses rapports officiels une autre observation très intéressante. La consommation de pornographie a été trouvée étroitement liée aux crimes sexuels. Dans une grande ville majeure de l'Ouest américain, au cours de l'année dernière, un taux de 78% des personnes arrêtées pour viol ou pour d'autres crimes sexuels détenaient par devers elles un certain type spécifique de matériel pornographique.
Et vous voyez, malheureusement, certains imprimeurs, certains éditeurs prostituent leur presse en imprimant chaque jour de l'année des millions de documents pornographiques. Aucune dépense n'est épargnée. Du papier vélin de haute qualité, tout le spectre de l'impression en quadrichromie sont réunis pour produire un produit qui sera forcément lu, puis relu et encore relu. Les producteurs de films, les programmateurs de télévision, les artistes ne sont pas non plus exempts de toute souillure. Les restrictions d'autrefois ont disparu. La quête aujourd'hui est celle du soi-disant réalisme. Un acteur de cinéma bien connu de vous et de moi, une véritable star du box-office, l'a exprimé ainsi. Il a dit « Les limites de la permissivité ont été repoussées à l'extrême ». Il a dit « Le dernier film que j'ai tourné était obscène. Quand j'ai lu le scénario, je savais qu'il était obscène. Et il l'est toujours. Pourtant, le studio a montré le film à un public lors d'une avant-première, un vendredi soir, et le public a éclaté de rire pour montrer son approbation. Donc, je suppose que c'est ce que le public veut. » Une autre star a ajouté « Les producteurs sont comme les éditeurs. Leur métier, c'est de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, on gagne de l'argent en donnant au public ce que le public veut. » Il y a des gens qui essaient de faire la différence entre la pornographie soft et la pornographie hardcore. C'est inutile. L'une mène à l'autre et la ligne de démarcation est invisible. Mais l'effort pour y parvenir rappelle la vérité de la célèbre déclaration d'Alexander Pope dans son essai sur l'homme, lorsqu'il affirmait « Le vice est un monstre d'une apparence si effrayante qu'il suffit de le voir pour le haïr. Mais à force de le voir, s'habituant à son visage, d'abord on le supporte, puis on le plaint, puis on l'embrasse. » Malheureusement, le scarabée de la pornographie ne se contente pas de contaminer des vies. Il détruit des quartiers entiers. Venez avec moi un instant dans un lieu rendu célèbre par la chanson, cher au cœur de nombreux Américains, le célèbre croisement de Broadway et de la 45e rue à New York. Là se dresse, esselé sur un minuscule îlot, entouré d'un trafic intense et d'une foule de piétons, une statue héroïque du père Francis P. Duffy, aumônier bien connu du Fighting 69e, célèbre régiment de la Première Guerre mondiale. Il se tient là, vêtu de l'uniforme du champ de bataille, une gourde à la ceinture pour apporter du réconfort aux mourants et une Bible pour leur offrir l'espoir spirituel. En regardant la statue, les chansons de l'époque envahissent les couloirs de la mémoire. Vous vous en souvenez? Over there, KKK Katie, Keep the Home Fires Burning, mais surtout, Give My Regards to Broadway. Pourquoi, si ces guerriers tombés qui se souvenaient d'avoir remonté Broadway en chantant cette chanson, revenaient aujourd'hui et se tenaient au pied de cette statue, avec vous et moi, quel spectacle leurs yeux découvriraient-ils? Qu'est-ce qui attirerait notre regard? Partout, des films classés X, des salons de massage, des sex shops, leurs enseignes aux néons criardes affichant leur façade de séduction. La statue du père Duffy se dresse, entourée par le péché et engloutie par le mal. Le scarabée de la pornographie a pratiquement détruit cette scène typique de l'Amérique. Il s'approche sans relâche de votre ville, de votre quartier, de votre maison et de votre famille. Le docteur Lawrence M. Gould, président émérite du Carleton College, nous a mis en garde. Il a dit « Je crois que la plus grande menace pour notre avenir ne sera pas une bombe atomique. Ce ne sera pas un missile guidé. Je pense que notre civilisation ne mourra pas de cette façon. » Il a dit « Je crois que notre civilisation mourra lorsque nous cesserons de nous en soucier. » Et puis il a cité Arnold Toynbee, qui a rapporté que 19 des 21 civilisations qui ont prospéré puis disparu l'ont fait à cause d'une décadence interne plutôt que d'une attaque extérieure. Il n'y avait aucun drapeau flottant. Il n'y a pas eu de cri d'exclamation lorsque ces civilisations sont mortes. Cela s'est produit lentement, silencieusement, dans l'obscurité, alors que personne ne s'en rendait compte.
Il y a seulement quelques semaines, je consultais la rubrique cinéma d'un grand quotidien métropolitain. J'ai lu le compte-rendu d'une interview entre un journaliste et une actrice principale d'un film qui allait bientôt sortir dans vos villes et dans la nôtre. L'actrice a indiqué au journaliste qu'au début, elle s'était même opposée assez vigoureusement au scénario, au rôle qu'on lui demandait de jouer. Elle devait être la compagne sexuelle d'un garçon de 14 ans. Dans ses propres mots, elle a dit: j'ai dit au producteur, il est hors de question que je participe à ces scènes. Et puis il m'a assuré, a-t-elle ajouté, que la mère du garçon serait présente, regardant chaque scène intime. Alors j'ai accepté. Je pose la question, une mère resterait-elle à regarder si son garçon de 14 ans était enlacé par un cobra? Le laisserait-elle goûter un peu d'arsenic? Ou peut-être avaler une gorgée de strychnine? Mère, le feriez-vous? Père, le ferions-nous? Il nous vient à l'esprit cette parole du Seigneur. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Ces anciennes cités de Sodome et Gomorrhe émergent des pages rarement lues de Bibles poussiéreuses comme des villes bien réelles dans un monde bien réel, illustrant un véritable fléau, la permissivité pernicieuse. Nous avons la responsabilité de faire barrage à la progression du fléau de la pornographie et de protéger tout ce que nous tenons pour sacré et précieux dans nos vies. Puis-je vous proposer seulement 3 suggestions pour notre plan de bataille? Premièrement, un retour à la droiture. Une prise de conscience de qui nous sommes et de ce que Dieu attend que nous devenions nous incitera à prier. Nous redécouvrirons une vérité ancienne. La méchanceté n'a jamais été le bonheur. Ne laissez pas le malin vous dissuader. Cette petite voix douce peut toujours être notre compagne. Elle est infaillible dans sa direction. Elle est universelle dans son objectif. Un retour à la droiture. Deuxièmement, une quête de la belle vie. Je ne parle pas de la vie amusante, de la vie populaire, ni de la vie sophistiquée. Je parle de la vie éternelle, la vie sans fin, avec la mère, le père, le frère, la sœur, les fils, les filles, le mari, la femme, tous ensemble, pour toujours et à jamais. Ah, une quête de la belle vie. Et troisièmement, un engagement personnel à mener et à gagner la guerre contre la pornographie. Prenons comme étendard de notre combat ces 4 mots célèbres d'une époque antérieure en Amérique. Cette devise qui était inscrite sur un drapeau et que chaque soldat avait fermement à la bouche. Ne me marche pas dessus. Et tenons réellement cet engagement. Nous pouvons puiser notre confiance, mes frères et sœurs, dans l'exemple de Josué, ce chef biblique qui a courageusement déclaré « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Puissions-nous en faire autant et avoir des vies pures, des cœurs doux, des voix qui portent et des actions qui se font sentir. Alors, nous pourrons, avec Josué d'autrefois, traverser le Jourdain en toute sécurité vers notre propre terre promise. Le fléau de la pornographie sera arrêté dans sa course mortelle. La permissivité pernicieuse aura trouvé son adversaire et nous découvrirons que notre terre promise est la paix dans cette vie et la vie éternelle dans le monde à venir. Telle est ma prière humble et sincère pour nous tous, et je la formule au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Amen.